You sure you're ready for this? I'll do my best. Your best? Losers always whine about their best. Winners go home and fuck the prom queen. Carla was the prom queen. Really? Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut kids et bienvenue dans EAGO saison 14 épisode 28. Cette semaine émission foi, mort violente et formalisme du Cantal jusqu'à Los Angeles. Tout est question de croyance en ses actes. Comme un oiseau ou un drone dans le ciel, maître de l'espace, il nous en a fallu du temps pour trouver notre place. On avait perdu la notion du temps qui nous casse. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est les mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation de Dieu m'a donné la foi de Ophélie Winter. Donc, nous allons parler... Grand titre. Grand titre, exactement. Donc, nous allons parler de deux films ce soir qui vont questionner notamment, la question de la foi. Nous allons commencer donc par deux sorties de la semaine dernière. Oh, attention, cocorico, des sorties sales et des sorties récentes. Donc, le premier film, ce sera le film de Vincent Leport, Bruno Reda, Confession d'un meurtrier. Et ensuite, je parlerai, car je suis le seul esthète autour de cette table, de Ambulance, le nouveau film du roi du badaboom, Michael Bay. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, pour une fois au complet, ça faisait longtemps. À ma gauche, toujours à ma gauche, avec peut-être ce qui est Thibaut, le plus beau maillot de toute ta collection. Donc il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. C'est quelle saison Ça, c'était la saison, cette période Monterrubio, Kallström, Ah oui, c'est ça. Nous parlons bien évidemment... C'est des méchants dans Doctor Who, c'est ça? Pas du tout. Un peu de respect pour le Stade Rennais Football Club que Thibaut arbore fièrement. Et donc, vous l'avez entendu, il est avec nous, de retour du pays de la brioche, donc à Saint-Brieuc. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien. Ouais. Revenu en des terres un petit peu civilisées? Oui, revenu en un seul morceau, il n'y a pas de souci. Mais les briochins mangent que de la brioche, donc ça va. Oui, c'est assez bien connu. Ils n'ont pas voulu de moi. Exactement. Et donc, avec nous aussi, il y a Justine. Bonsoir, Justine. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir, Valentin. Bonsoir. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Et avant de passer à la section critique de cette émission, nous allons passer aux agendas. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Merci. De rien. C'est un de mes films préférés. Oui, je sais, de la Terre entière. Voilà, donc les secrets du professeur Abflublic. Mais c'est sans rire en plus, c'est vraiment un de mes films préférés de la Terre entière. C'est un film qui me fait hurler de rire. Donc dans cette scène où Gérard Jugnot se prend un seau de merde. Par Jean-Yann. Et donc à propos de merde, qu'est-ce qui nous attend dans les jours à venir? On va commencer donc par agenda local. Demain au Tambour, soirée Infabula, avec à 18h le Neruda réalisé par Pablo Larraín, qui était sorti il y a 4 ou 5 ans, dont on avait parlé ici. Et à 20h30, un film de mon Werner Herzog d'amour, La balade de Bruno. Oui, exactement. Beau double programme. Ce jeudi à l'Arvor, dans le cadre des rendez-vous de Clair Obscur, il y a un documentaire de David Rothberg qui s'appelle 17 Blocks, qu'on pourrait traduire en français par 17 pâtés de maison. Donc un documentaire tourné sur 20 ans, sur des blocs un peu défavorisés, on va dire, donc de Washington, la capitale américaine. En partenariat avec le festival d'Ounit, si je ne m'abuse. Exactement. Ce vendredi au TNB à 20h15, vous aurez le plaisir de voir ou revoir sur grand écran Le Grand Silence de Corbucci, donc qui sera présenté par Eric Touvenel, donc professeur à l'université Rennes 2, un des meilleurs films de Corbucci et quand même un des rares grands westerns qui se passe dans la neige. Il y en a quelques-uns, il y a notamment La Chevauchée des Bannis de André de Toth, mais Le Grand Silence, c'est quand même un très très grand western. Voilà, sinon commence lundi prochain au TNB le festival de cinéma chinois. Il y aura 4 films et autant de séances. Donc il y aura A Touch of Zen, il y a Crazy Kung Fu, La Fureur de Vaincre et The Grandmaster, donc le film de Wong Kar-wai sur Ip Man. Voilà, une séance par jour. Je pense que j'irai les chauffer, mais en tout cas une belle initiative à des horaires qui n'arrangent pas tout le monde, parce que des horaires à 14h. Donc voilà, si vous êtes retraité ou au chômage, c'est fait pour vous. Comme la plupart des horaires du TNB aussi, parfois. Oui, exactement, il faut bien l'avouer.
Touch of Zen, c'est à 20h30, 20h. À 19h. 19h. Enfin, il dure 3 heures aussi. Oui, donc c'est quand même. Vous en Un mettez peu de politesse, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Sinon, dans les sorties nationales, pour Thibaut qui aime bien les corps en mouvement, il y a le nouveau film de Cédric Clapiche, Encore. Donc encore, comme des corps, avec des gens qui dansent, avec Pio Marmaille et François Civil. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air pas bien. Non, c'est l'air clapichien. C'est un film de Cédric Clapiche, un beau film qui célèbre les gens. Les vrais gens. Les vrais gens. À propos de vrais gens, donc ça fait au moins 2 ans et demi qu'il est dans les placards parce que le film est tellement nul que les mecs avaient honte de sortir alors que c'est Marvel et que c'est quand même pas, ils sont pas les derniers pour faire de la merde. C'est le nouveau film avec l'ami préféré de Justine, Jared Leto, donc c'est Morbius, le vampire. Ouais, le super-héros que je connais, dont j'ai jamais entendu parler. Vous avez déjà entendu parler, vous parler? C'est un mec qui était genre un vampire dans l'univers de Blade ou je sais pas quoi. Oh là là là, mais ils sont vraiment. Apparemment, c'est pire que Venom 2, que j'ai vu, hein, c'est quand même bien nul. Hein. Aucun genre, même pas fun, aucun intérêt. En même temps qu'il y a encore de l'espoir avec Jared Leto. Mais... Oui, c'est vrai. Moi, j'ai annoncé depuis longtemps. Sinon, il y a pour vous, les jeunes amateurs de jeux vidéo, le deuxième film de Sonic qui sort. Voilà. Sinon, on avait parlé en novembre dernier lors de sa diffusion sur Arte. Il y a le film de Jean-Gabriel Perriot, Retour à Reims, fragment depuis. C'est moins drôle que Sonic, je pense. Oui, c'est ça. C'est moins fun. Donc voilà qui passe. On en avait parlé. Il y a quand même le film est pas parfait, mais il y a beaucoup de belles choses dedans. Sinon, il y a le nouveau film de ce réalisateur italien dont j'ai oublié, dont le premier film était génial, qui s'appelait Je m'appelle Gigrobot. Donc là, ça s'appelle Freaks Out. Donc avec des clowns pendant la Seconde Guerre mondiale qui sont embrigadés parce qu'ils ont des pouvoirs. Il y a un petit côté, une petite vibe Alex de l'Iglesia, tout ça qui a l'air quand même Del super Toro chouette. aussi un peu ça. Del Toro et puis Alex de l'Iglesia, donc un penchant plutôt sympathique. Je pense que ça pourrait vous plaire, docteur. Des clowns qui font la guerre. Oui, avec des pouvoirs et tout. Oui. Il y a des nazis, donc de toute façon forcément. Des clowns, des nazis. Voilà. Oui, c'est bon. Plus que des zombies, c'est bon. Moi, je suis. Que demande le peuple. Voilà, et sinon, donc finalement, il sort chez nous après avoir été cancellé, pas pour des raisons genre de cancellage, mais et donc il y a le Cyrano de Joe Wright qui sort avec Peter Dinklage, donc une comédie musicale où Peter Dinklage joue Cyrano, donc au lieu d'avoir un gros nez, il est petit. Voilà, ça a l'air quand même particulièrement pas terrible. Ce sont les comédies musicales tirées tu vois, du répertoire français. On a vu ce que ça donnait avec Les Misérables. Ah, Les Mises. Moi je dis méfiance. Oui, donc voilà, mais donc normalement la semaine prochaine nous parlerons principalement d'une salve de sortie chez nos camarades de Spectrum Film, de films hongkongais de pif paf, mais pas que, mais donc on verra ça la semaine prochaine. On va passer à la section critique de cette émission et on va retourner dans le Cantal en 1905 en suivant un jeune homme qui aimerait devenir un bon petit garçon. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était les Ramones avec No I Wanna Be a Good Boy. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas écouté les Ramones dans cette émission, c'est bien dommage. Mais donc il parle d'un jeune homme qui voudrait être un bon garçon et c'est un peu le sujet donc du film qui va nous intéresser dès à présent. Donc Bruno Redal, Confession d'un meurtrier, qui est sorti mercredi dernier dans nos salles. Donc le premier long métrage officiel de Vincent Leport, qui avait déjà réalisé une dizaine de films de différents formats et de différentes longueurs depuis un peu plus d'une dizaine d'années, avec notamment la boîte de production qu'il a co-créée qui s'appelle Stank. Et donc je vais faire un peu le plot du film, donc based on a true story, puis après on parlera un petit peu de la carrière de Vincent Leport et du film lui-même. Donc c'est basé sur un fait réel où le 1er septembre 1905, donc un jeune homme, Bruno Redal, un jeune homme de 17 ans, avait tué un camarade de son village qui s'appelait François Rolla, qui avait 12 ans, et donc il l'a massacré. Il lui a coupé la tête à coups de couteau, ce qui est quand même pas banal. Hardcore. Ce qui est quand même pas banal. Et donc, évidemment, le jeune homme va en prison, hein, comme c'est à peu près assez logique. Et donc, le film démarre où, en fait, il est face à 3 médecins, et ces médecins vont lui demander d'écrire sa vie, de la raconter, puisque donc c'est un jeune homme de conditions modestes, mais qui est quand même instruit, et qui a fait notamment une année au séminaire auprès des prêtres. Et donc Bruno Redal va écrire son histoire, et on va alterner entre son point de vue, donc on le verra raconter son histoire telle que lui l'a vécue, telle qu'il l'a ressentie, alterner avec quelques scènes de confrontation avec les médecins qui vont lui poser des questions diverses et variées. Précisons que donc Bruno Redal est un garçon extrêmement religieux, qui est très pieux, qui a une grande foi
dans la religion catholique et dans le dogme, et donc c'est de là que c'est qu'une certaine discussion va s'amener avec lui-même et aussi avec ses médecins sur la question de la foi, sur la question de l'influence que ça peut avoir sur ces pulsions de mort qui viennent assez rapidement chez ce garçon, et donc un petit peu le voir essayer de comprendre ou en tout cas de envisager d'un point de vue médical, donc pour les médecins qui l'interrogent, la psychologie de ce jeune homme et essayer de voir s'il est fou ou non, ou si c'était un acte conscient. Donc je disais, premier long métrage officiel de Vincent Leport, avec un petit budget quand même de 1,5 million d'euros, donc une coproduction avec Stank, Arte et Pic Capricci. Et donc quand même un premier long métrage officiel quand même assez impressionnant en termes formels et dans ce qu'il propose. Moi j'ai quelques réserves sur certains plans, je pense qu'on en reparlera, mais si effectivement ça déroule quand même un programme, si ce n'est excitant, en tout cas assez ambitieux dans le cadre d'un genre de film de genre français. Et donc avant de parler plus du film, peut-être que Justine, je sais qu'elle a un peu travaillé, qu'elle connaît un petit peu plus la carrière de Vincent Leport. Est-ce qu'on peut essayer de revenir, qui est ce jeune homme dynamique, d'où vient-il et d'où vient son cinéma? Alors Vincent Leport est né à Rennes au début des années 80. Saint-Grégoire. Ses parents sont de Saint-Grégoire, mais on va pas trop étaler sa vie familiale non plus. Ils habitent au 34 rue des Camélias. Si vous voulez lui envoyer des lettres d'amour. Et du coup, Vincent a fait la Fémis avec ses amis, donc Roy Arida, Pierre-Emmanuel Urquin. Du coup, ils ont fondé la société de production Stank, qui est basée à Brest. Donc ça, c'est un peu notre cocorico breton. On est quand même bien fiers que bien que des chevaux comme ça sortent des écuries bretonnes. Et donc Vincent a réalisé beaucoup de courts-métrages, de moyens-métrages, mais aussi des longs-métrages. Bruno Redal n'est pas tout à fait son premier long-métrage. Après, de façon officielle, dans la presse, on le présente comme ça. Et donc il a mêlé plus ou moins toujours un peu fiction, un peu docu, un peu plus d'expérimental aussi. Il a fait un film récemment qui s'appelle La marche de Paris à Brest, qui est une relecture d'un film de Fischinger qui avait été fait en 27, je crois. Et Fischinger se rendait de Moscou à Berlin, et lui, là, il a fait de Paris à Brest. C'est plus court quand donc, même, Paris-Brest. Voilà, c'est plus court, mais du coup, voilà, c'est tout ça avec un format très, très expé. Et du coup, il a quand même j'ai l'impression, un attrait pour tout ce qui est de l'âme humaine, de sonder un petit peu la psyché. Avec à la fois des références de cinéma qui iraient justement de Herzog à des références littéraires qui seraient le grand roman français du milieu du siècle, donc le Céline, complètement. Tout ça, et La Rochelle. Et le mythe du Minotaure aussi, voilà. Donc il a fait un court-métrage dessus. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est un peu les bases d'un cinéma indépendant, en tout cas qui se veut très indépendant et qui l'est jusqu'à une certaine façon, bien sûr, jusqu'à une certaine limite. Et donc là, Bruno Redal est, on va dire, un peu le paroxysme de ses envies de cinéaste avec des moyens, comme tu l'as dit. Le film a 1,5 million, c'est peu, mais c'est bien pour un long métrage, on va dire, établi. Donc voilà pour Vincent. Donc on peut peut-être commencer justement sur le film, sur Bruno Redal. Donc le film est interdit aux moins de 16 ans parce qu'effectivement il y a quand même des scènes graphiques pour le coup bien graphiques. Deux, trois bons plans bien crado. Ça tombe pas vraiment dans le grand guignol non plus parce que ce sont des scènes qui font bien mal, mais c'est pas forcément les scènes les plus choquantes justement, c'est-à-dire ces quelques effets graphiques qu'il y a. Il y a notamment donc la scène de meurtre qui pour le coup est quand même bien bourrine parce que il avait un bon couteau, Bruno Redal, pour couper la tête d'un gamin de 12 ans. Il aiguise ça bien. Oui, voilà, ça c'est bien, c'est toujours important. Il connaît son métier. Et donc, comme je le disais, c'est qui en termes formels, c'est un film qui est quand même extrêmement maîtrisé, qui joue avec notamment un usage de la musique, je trouve, assez intéressant sur des genres de nappes de musique hyper oppressantes, avec un cadre aussi qui va toujours coller au point de vue de Bruno Redal, parce que de toute façon, c'est lui qui raconte l'histoire. Enfin, c'est en tout cas comme ça qu'il l'a vu, donc de son enfance jusqu'à son incarcération, et de voir comment est-ce que lui voit son propre basculement dans ses envies de meurtre, qu'il voit presque comme un acte de beauté finalement, qui va évidemment entrer en contradiction avec les commandements tels qu'ils sont écrits dans la Bible, notamment le « tu ne tueras point »,
qui est quand même un des points principaux des 10 commandements, et comment est-ce que chez lui ça se met en balance, et comment est-ce qu'il essaye de lutter contre ses pulsions, aidé parfois par les prêtres avant et durant le séminaire, mais aussi donc quand il est perdu dans sa campagne en étant obligé de travailler à la ferme avec sa mère, parce que son père est mort quand lui était relativement jeune. Évidemment, comment est-ce que tout ça va se mettre en branle? J'étais quand même assez impressionné par le film là-dessus, mais il y a quand même certains risques quand on aborde ce genre de sujet dans lesquels on peut facilement tomber, et que je trouve la plupart du temps, il va réussir à les éviter justement, mais il y a quand même 2 ou 3 plans qui m'ont un peu gêné, non pas par leur violence graphique ou la violence de leurs propos, mais parce que ça pourrait tomber dans une certaine complaisance justement. Je pense à 2 plans en fait notamment. Le plan du cadavre au tout début du film, où je me suis dit que finalement c'était pas réellement nécessaire, parce qu'on en revient finalement à la fin, et qu'avoir une progression comme ça aurait été peut-être plus logique. Et il y a un deuxième plan de sperme sur la mousse, on va dire, à un moment donné, où le personnage de Bruno Redal regarde un de ses camarades quand ils font une petite balade dans les bois, où en fait, à certains moments du film, ce sont des notes qui, je trouve, détonnent avec le reste du film, et qui finalement me sortent un petit peu du truc, parce que je trouve que du coup, c'est un plan qui est beaucoup trop signifiant et qui veut dire beaucoup trop de choses de manière finalement presque un peu gratuite. Docteur, vous n'êtes pas... Moi, j'avoue que ça m'a pas dérangé. Enfin, je les ai pas sentis si saillants que ça. Moi, comment dire, ces plans-là. Pour moi, d'ailleurs, la décapitation quand elle revient dans la deuxième partie du film, pour moi, quand elle advient, est beaucoup plus violente que la première, en fait, parce que dans la première, il y a un mystère qui est le gamin, quoi, en fait, quoi. Et pourquoi le meurtre, en fait. Donc finalement, je trouve que la dimension, comment dire, un peu gorette, je trouve, est un peu effacée, moi. Enfin, sur la première, en tout cas, je l'ai. Alors sur le sperme, sur le tronc d'arbre, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Effectivement, c'est pas une. Voilà, à y réfléchir, effectivement, t'as sans doute raison. Après, ça m'a pas non plus. Voilà, moi, ça m'a pas non plus sorti, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. C'est quelques éléments de dérapage finalement presque dans la narration, où ça glisse vers un truc. C'est plus des formes peut-être de redondance, quoi, qui sont peut-être pas nécessaires. Bon, après voilà, moi ce que j'ai quand même apprécié dans ce film-là, enfin ce qui m'a surpris en fait dans ce film-là, moi, c'est que c'est une espèce de Bresson gore en fait. Parce que ça ressemble quand même pas mal à Pickpocket quand même, avec notamment cette histoire c'est curieux, parce que du coup Vincent Leport souhaite un peu s'en détacher. C'est un peu une référence, parce que de ce que j'ai compris, il aime pas forcément les films de Bresson, mais c'était malgré lui mais c'est pas inintéressant, parce que quand bien même il aime pas les films de Bresson, même moi non plus je suis pas du tout fan du cinéma de Bresson. Alors on retrouve ça dans le jeu blanc, enfin dans cette espèce de jeu d'acteur assez particulier aussi, qu'on trouve dans le film, auquel il faut s'habituer un petit peu d'ailleurs. Il faut 5-10 minutes pour comprendre un peu comment les acteurs vont être dirigés. Mais je trouve que c'est intéressant, parce que ce que fait Vincent Leport, en fait, c'est que il utilise en fait justement ce cinéma, en fait, cette ambiance bressonienne pour servir en fait son sujet. C'est-à-dire que c'est pas un hommage à Bresson, en fait, c'est une manière finalement, je trouve assez efficace de nous faire comprendre le côté bien psychopathe quand même du personnage, et notamment avec cette espèce de distance permanente qui, moi, je trouve, est ce qui est le plus dérangeant dans le film, c'est qu'on a cette espèce de double temporalité qui peut sembler un peu facile au départ, le côté la structure en flashback, on se dit bon voilà blablabla, et en fait il y a des moments, et moi les moments les plus glaçants du film, c'est justement les moments où la voix off au présent vient se superposer à des images du passé, et en fait où t'as ce sentiment assez gênant d'être en fait le seul qui sait ce qui va se passer, c'est-à-dire le seul qui sait déjà de quoi est capable Bruno Redal, puisqu'on l'a vu faire dans les 2 premiers plans du film. Et en fait, du coup, il y a une espèce de surimpression assez curieuse autour de cette idée que il y a des plans avec des zooms comme ça quand il est enfant, notamment dans la cour de la ferme, comme ça il y a des plans avec des dézooms où on a où personne fait gaffe à lui, en fait, et nous, enfin la caméra et nous, par l'intermédiaire de la caméra, on est les seuls à dire mais vous feriez mieux de faire gaffe à ce gamin, parce que il va pas bien du tout, et ça va mal se finir cette histoire. Et il y a cette espèce de complicité presque du spectateur que j'ai trouvé intéressante, parce que c'est pas non plus c'est pas non plus une complicité
on va dire, c'est pas la Haneke où Oui, la notion de culpabilité ouais. est toujours très culpabilisante pour le spectateur, et je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas aimer du tout ça, quoi. Là, je trouve que il est très calviniste, hein, voilà. Là, le Haneke. truc, c'est que il y a cette espèce de côté médical, de côté distant, de côté clinique. Même dans la présentation du meurtre, il n'y a pas de, voilà, la musique est pas utilisée en fait pendant les scènes de meurtre. Il me semble pas. Hein, la musique est plutôt utilisée justement quand il regarde les nuques de ses voisins de classe et qu'il a envie de leur poinçonner la gueule. Et là, tu dis, ah ouais, toi, t'es glaçant comme garçon, quoi. Et il y a vraiment, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec cette idée vraiment de rentrer dans la tête pas simplement d'un meurtrier d'ailleurs, hein, d'un serial killer, quoi, en potentiel, c'est-à-dire de quelqu'un qui, et moi, ça m'a fait penser à la BD mon ami Dahmer. Ouais. Qui montrait bien ça. Comment est-ce qu'un environnement peut être totalement inconscient de la criminalité potente, de la criminalité à venir, parce qu'en fait cet environnement, sans le savoir, conditionne, favorise parce qu'il y a tout le truc avec la religion qui est quand même hyper important. C'est pas pour rien, je pense que le film se passe en 1905, l'année de la séparation entre l'Église et l'État, parce que ça montre bien aussi la puissance de la religion, notamment dans les campagnes, quoi. C'est-à-dire comment est-ce que... Je crois que le crime, l'histoire réelle dont s'est inspiré Vincent Leport a vraiment eu lieu en 1905. Ah oui, j'en doute pas une seconde, mais par contre, je trouve que la coïncidence, quand tu vois l'importance que les signes religieux, les références à Dieu, et à tel point quelle importance ça a pour lui, en fait, je me dis, alors je sais pas si je pense pas que ce soit un commentaire d'un critique ou politique par rapport à ça. Je pense que c'est, par contre, ça permet de montrer, peut-être de rappeler aussi pourquoi, en fait, il y a eu cette séparation quelque part. C'est-à-dire que en termes d'éducation, de toute façon, voilà. Les églises, c'était notamment dans les campagnes, c'était principalement eux qui faisaient l'école à cette époque. Thibaut. Oui, moi j'ai trouvé le film très impressionnant. Alors, je suis d'accord avec toi, Thomas, sur la complaisance de certains plans, mais et qui nous détache un petit peu de l'accompagnement qui est fait par le réalisateur autour de la figure de Bruno Redal. Ce que je trouve dommageable, bien entendu, ça ne nous permet pas de sortir du film, mais ce que je trouve dommageable, dans le sens où, justement, Vincent Leport, dès le début du film, dès son premier plan, accompagne le spectateur pour rentrer directement dans la psyché du personnage. Et en ce sens, la gestion du point de vue est absolument remarquable dans le métrage. Si on prend le premier plan, un gros plan, une profondeur de champ totalement annihilée, et puis en même temps cette voix off qui va arriver petit à petit, mais c'est une voix off il me semble, qui est très intéressante parce qu'elle ne commente pas le point de vue, elle est le point de vue. Ce qui fait que nous, spectateurs, on peut vraiment rentrer dans ce qu'il fait et dans le questionnement de Bruno Redal, parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas de conclusion, en fait, au final. Le cas Bruno Redal n'est pas un cas qui a été fini, étudié et puis ensuite scientifisé. Voilà, ce n'est pas du tout un cas d'école, et du coup, il nous laisse dans un espèce de doute qui fait que le film est vraiment à la lisière du fantastique. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est extrêmement impressionnant de voir comment en fait Vincent Leport arrive à prendre par la main, si je puis dire, le spectateur pour rentrer directement dans le cerveau et dans le cœur en même temps, dans le cœur et dans le corps de Bruno Redal. Donc là, en un plan et une utilisation de voix off, je trouve que c'est absolument admirable. Et puis le premier plan est vachement bien pour ça. Moi, je trouve que le premier plan où t'as la vue du mort, en fait, ouais, où t'occupes la place du mort. Et pour moi, c'est con, mais quasiment presque ton jugement moral, en fait, sur Bruno Redal, il est presque réglé, en fait, dans ce premier plan-là. Et ensuite, tout va être une histoire de nuances, en fait, à partir de ça. C'est-à-dire, justement, où est la foi, quelle est la place de la foi dans sa démarche, quelle est la place de la pulsion sexuelle, de l'environnement social, sans avoir de réponse. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que finalement, le film, je trouve, n'est pas si éloigné que ça en termes d'esprit de enquête sur un secret d'État, c'est-à-dire l'idée que un scandale d'État. Ouais, sur un scandale d'État, l'idée que est sorti l'idée que parfois on est confronté à des situations, en fait, humaines qui sont extrêmement difficiles à démêler, quoi. Et moi j'ai trouvé que c'était assez surprenant, en fait, moi, comme parti pris. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Doc, sur le qualificatif un petit peu bressonien du film, en effet, toute la gestion des zooms, la gestion des mouvements de caméra, la gestion un peu Kubrick aussi, la gestion des gros plans sur les gestes,
sur les visages. Tout ça, ça participe de cette gestion du point de vue, et du coup, on ne ressort pas du tout. On ne sort pas en fait de l'esprit et du corps de Redal. Et ça, je trouve ça absolument merveilleux. Et c'est d'autant plus merveilleux que le film en fait est extrêmement dérangeant. Le côté dérangeant n'est pas du tout péjoratif dans. Mais voilà, c'est troublant, mais moi j'ai pas trouvé ça malsain comme film. Non, c'est ça qui est c'est troublant, c'est dérangeant, c'est questionnant, mais jamais ça sera malsain. C'est ça qui est dérangeant en fait. Et c'est ça la vraie beauté du film. Le film soit pas dérangeant. En fait, en ce sens-là, finalement, ça nous dérange pas tant que ça quand on sort. Et c'est le ça qui est spectateur, dérangeant, on est au même niveau que Bruno Redal. Bruno Redal dit dans la mort, je vois du beau, et en fait, nous, je verrai toujours du beau. Je verrai toujours du beau, et en fait, nous spectateurs, plus de charme. Ce qu'on voit du film, c'est que dans une situation extrêmement complexe et puis cradingue, enfin il faut dire ce qui est, on peut aussi voir du beau parce que le film est d'une tenue formelle absolument admirable. On pourra passer sur la direction d'acteur, incroyable, la gestion des accents. L'acteur principal est formidable, moi je trouve. C'est incroyable, et la gestion de la musique qui est absolument incroyable également. Et là, tu te dis, pour un premier long métrage officiel, entre guillemets, on est sur un limite quasi un coup de maître, en plus au regard d'un budget assez limité, les décors, voilà, belle photo aussi, belle photo, enfin très impressionnant. Musique très bien. Justine. Non, je rejoins beaucoup de ce que vous avez dit l'un et l'autre, et notamment le fait que j'ai eu de l'empathie en fait. Je pense dès le premier plan, quasiment, j'ai eu de l'empathie pour Bruno, ce qui met dans un état mental au niveau d'un peu d'une mise en branle de la morale qui est très complexe en branle, aussi. Effectivement. Oui, bon, évidemment, il y a énormément de scènes de masturbation qui, je trouve, par moments me pesaient un peu parce que c'était peut-être un peu frontal, et du coup, voilà, je préférais quand il y avait un petit peu plus de respiration, même si je trouve que le film finalement respire peu, puisqu'on est quand même dans une espèce de descente comme ça aux enfers. En fait, on fait dès le premier plan un pacte avec ce film d'un enfermement. On accepte d'être dans la tête de Bruno directement, et le fait qu'en tout cas que moi j'ai ressenti de l'empathie, je pense que ça tient au fait que déjà je trouve que le personnage de Bruno Redal est extrêmement touchant, c'est-à-dire qu'on le voit quand même assez seul, perdu, dans un climat familial et social plus généralement, il est un peu laissé pour compte. On comprend qu'il je t'attends, mais ça reprend la phrase de Lovecraft, je me sens toujours seul, je ne suis jamais à ma place, je suis toujours seul dans le monde, surtout au milieu des autres. Surtout, mais c'est exactement je suis d'ailleurs, quoi. Mais c'est ça, et du coup je trouve que là, vu qu'en plus on comprend très vite que, et d'autant plus avec la voix off et du coup les écrits qui d'un premier abord abordent justement la question de la famille, parce que les médecins lui posent biographie. Voilà, mais en fait très vite on se détache et il fait une introspection, il fait vraiment une espèce d'auto-analyse de lui-même. Donc là on rentre beaucoup plus dans une posture d'écrivain en fait. Et ça je trouve rajoute au fait que certes on sent qu'il a un intellect quand même plus élevé que la moyenne, ce qui fait que il se sent, il est malin, il est extrêmement, son esprit est vraiment aiguisé, il arrive à mettre des mots très justes, et là pour le coup dans le film les mots qu'on entend sont les mots que le vrai meurtrier a écrit. C'est ça que je me suis posé comme question, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait eu des arrangements, parce que franchement d'un point de vue stylistique, moi c'est ça qui est très surprenant chez le personnage, c'est-à-dire qu'on a vraiment affaire à une espèce de personnage effectivement qui est complètement où il y a un contraste en fait entre le niveau social et donc ce qu'on imagine de son éducation ou de sa manière de percevoir le monde et ce qu'il en restitue en fait à l'écrit. Et ça aussi, ça rend le personnage complexe, c'est-à-dire qu'on se dit tiens, c'est un personnage qui franchement a eu de l'éducation, mais pas par héritage familial, c'est parce que il est né à ce moment-là, que l'école qu'il y a de l'école, qu'il habite dans un coin, il y a une école pas loin, enfin voilà, c'est des circonstances finalement, et quelque part c'est un artiste. C'est un artiste frustré, quoi. Enfin, c'est un artiste qui pour des raisons sociales, ne peut pas embrasser la carrière artistique et qui donc, du coup, se met à tuer des gens, comme à mon avis, beaucoup de notamment de réalisateurs de films qui, je pense, auraient été des assassins s'ils n'avaient pas. Certains ont tué des gens quand même. Fritz Lang, on sait pas. Et puis il y a la question, il y a toute la question, il y a tout l'enjeu autour de la question de la violence et du questionnement moralement extrêmement dérangeant également. Est-ce que cette violence, elle est innée ? Est-ce qu'elle est liée à des déterminismes religieux, sociaux, géographiques ? Enfin, tout ce questionnement-là
irrigue l'origine du mal, quoi. Et puis tout le rapport à la domination, parce qu'il y a quand même une bonne partie du délire de Bruno Redal. Il y a une partie qui repose sur le fait de... Alors, il y a la question, effectivement, d'une homosexualité refoulée, qui là aussi n'est pas résolue du tout, et dont on sent bien qu'elle est une piste puis même possible, en si fait. de toute façon, être gay dans le Cantal en 1905, ça devait pas être super facile. Pas Gégène, et c'est vrai qu'il y a cette idée. Il y a d'une part, il les déteste parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont beaux et riches, parce qu'ils représentent ce que lui n'est pas, et du coup, comme un idéal qu'il ne peut atteindre. Comme un idéal social qu'il peut pas atteindre, et comme il peut pas atteindre cet idéal social, il va faire finalement ce qui se passe dans le justicier de Shanghai, hein, puisqu'il peut pas monter, ils vont descendre. Et donc il y a cette idée là quand même, et je trouve ça intéressant de comment le film montre comment la psychologie clinique d'une personne en fait peut être à ce point à la fois alimentée par la religion et à la fois alimentée par une espèce de conscience encore un peu trouble, mais une conscience quand même de l'appartenance à une classe sociale. Et comment ça provoque une détestation, viscérale, en fait, c'est-à-dire qu'il devient une détestation qui devient purement irrationnelle, qui n'a pas les moyens de se développer dans un champ justement qui serait politique ou qui serait quelque chose comme ça. C'est-à-dire que Bruno Redal, quelque part, il est bloqué, il est garçon de ferme, il sera toujours garçon de ferme, et il est plus intelligent que ce que son état social laisse paraître, et pourtant il y a un plafond de verre qui fait qu'il peut pas aller plus loin. Alors, et encore une fois, je pense pas du tout que le réalisateur cherche à expliquer le meurtre de cette manière. Non. C'est simplement une des pistes possibles qui permettrait d'expliquer, éventuellement, de comprendre en tout cas. Il énumère des pistes, il ne donne aucune conclusion, et c'est peut-être un geste cinématographique, une proposition de cinéma. Et puis peut-être qu'il nous manipule. Et peut-être qu'il nous manipule. On n'en sait rien, tout ça. Et tout ceci rend le film intellectuellement hyper stimulant, parce que moi, à la sortie du métrage, j'en étais là, je fais putain, je viens de voir un film formellement extrêmement beau, mais en même temps, j'avais les fils qui se touchaient, et les fils se touchent encore, quoi. J'ai encore du mal à en parler, parce que le film est tellement... Il est beau, il est aéré, comme dit Justine. Voilà, il n'est pas du tout cadenassé dans son propos, et en fait, à la fin, il s'élève vers quelque chose, vers une espèce de beauté. Alors c'est une beauté peut-être un peu morbide, mais surtout aussi une beauté. Il y a une beauté aussi de intellectuel qui arrive chez le spectateur, et ça c'est un geste d'amour du cinéaste envers son spectateur qui est absolument admirable. Et quelque part envers son personnage, parce qu'il y a ça aussi, pour moi c'est aussi un film qui est dans une manière beaucoup moins brutale, mais c'est un film qui a à voir un peu avec Seul contre tous, c'est-à-dire notamment en termes d'identification, c'est-à-dire le fait que quand t'es spectateur, tu peux pas t'empêcher de t'identifier au personnage principal. Notamment quand en plus t'as genre une voix off qui est quand même aussi omniprésente. Et forcément... et je trouve que c'est intéressant parce qu'il prend des choses qui finalement ont été vachement utilisées au cinéma, et il arrive non pas à leur donner une forme nouvelle, mais à faire en sorte que ça serve de manière relativement originale le contenu, en fait. C'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que quand j'ai vu le flashback arriver, je me suis dit oh là là, flashback, voix off, sérieux quoi, sérieux quoi, je me suis dit, et en même temps, Justine, la superposition des voix, je trouve au bout d'un moment ça fonctionnait bien, quoi. Moi je trouve vraiment que cet enchâssement là, la structure même du film, je la trouve tellement pertinente, parce qu'on fait le pari à la fois de retourner dans l'enfance de Bruno, donc déjà de voir 3 étapes de sa vie, donc aussi voilà, il y a, en termes de jeu d'acteur et tout, c'est assez impressionnant, mais du coup ce qui nous fait en fait remonter un peu à la source, le début, et ce qui progressivement nous emmène dans la descente, et je trouve contribue vraiment à la mise en tension. C'est-à-dire que on a le récit à la fois, enfin le récit est mis en parallèle avec le Bruno Redal qui a fait son meurtre, et du coup le Bruno Redal qui revient sur son meurtre, comment ça se passait à l'époque. Et je trouve que c'est ça aussi pour moi toute la force du film, c'est là où il est capable de nous emmener vraiment dans des profondeurs, dans une façon de sonder comme ça la psyché, sans pour autant être hyper ténébreux. Justement, d'un point de vue formel, moi je trouve que le film est assez lumineux. Alors c'est vrai que je disais aéré, mais je le trouve pas tant aéré, parce que je trouve quand même qu'on est un petit peu enfermé, mais ça c'est le pacte dont j'ai parlé tout à l'heure, que je pense qu'on a serré la main dès le début à ce film en disant ok, on va passer 1h30 ensemble. Et encore, il n'utilise pas le 4/3. Non, je pense que c'était pas, à mon avis, c'était pas sa volonté. Mais il y a quelque chose, je trouve, qui me marque là-dedans, c'est, on parlait tout à l'heure du point de vue, et dans le film, je remarque que je l'ai vu 2 fois, et j'ai pas remarqué à chaque fois un hors-champ. C'est-à-dire qu'on est toujours sur Bruno, on est toujours, peu importe
importe, en fait, il irradie toujours l'image. On n'a jamais, que ce soit dans les profondeurs de champ, dans les bords cadres, on a très très peu de choses. Ou alors, si on est dans le plan large, on va vraiment encore une fois, se focaliser sur lui. Ou même plus globalement, dans l'histoire même, on n'a pas les réactions des villageois, on n'a pas comment les autres. En fait, c'est vraiment, on n'est qu'avec lui, ce qui participe. Le seul moment où on le voit, c'est quand il le ramène à la fin sur la scène de crime et qu'il y a 2 gendarmes qui disent ouais mais t'es un monstre, vas-y, pars, voilà. salopard. Mais c'est le seul moment où en fait on a une réaction extérieure. En dehors des médecins, à la mort violente. Ça, je trouve, encore une fois, contribue peut-être à un point de vue un peu, ou un héritage un peu sadien, c'est-à-dire l'espèce d'ambivalence qu'on a entre le plaisir, vraiment, et la violence. Comment on articule un peu les deux. Et donc, c'est beaucoup plus facile, à mon sens, de pouvoir le mettre en image quand on suit un personnage. Et c'est pour ça que je trouve que si le film peut-être avait eu plus de moyens, on aurait eu plus de hors-champ, plus de scènes de la vie quotidienne. Moi, je pense que ça sert le film, justement, de ne pas avoir tant que ça de moyens, de ne pas avoir justement une reconstitution. C'est-à-dire que ce qu'on voit du monde, moi, je trouve, moi, j'y ai cru. Tu ferais un très bon producteur, tu n'as pas besoin d'autant d'argent. Non, mais moi, j'y ai cru. Moi, j'ai cru la manière dont il filme les maisons, la manière dont les ambiances de ferme, avec la mère qui met des tartes, le père qu'on aime bien mais qui meurt trop tôt. Enfin, ça a l'air. Enfin, moi, j'y ai cru, quoi, en fait. Moi, j'ai cru à ça, comme j'ai cru à un autre aspect du film qui est aussi bien, parce qu'on n'a pas arrêté de parler de ce qui pourrait expliquer le meurtre, mais il y a aussi un truc que moi je trouve assez bien montré dans le film, c'est la part d'arbitraire qu'il y a dans tout ça, quoi. C'est-à-dire que moi je m'attendais, au bout d'un moment il y a une espèce de fausse piste sur un personnage où on se dit tiens c'est lui qui va être assassiné. Voilà, c'est lui qui va être assassiné, c'est lui qui va être assassiné. Et puis en fait juste au bout d'un moment ça parce qu'en fait le crime est aussi fait de ça. D'une part d'intentionnalité, d'une part d'inconscient et puis d'une part d'arbitraire. Et je trouve que ça montre bien, je trouve à partir de ce cas particulier, je trouve que ça donne une espèce de truc assez général de ce que peut être un fait divers criminel en fait, c'est-à-dire truc où quand t'es de l'extérieur, et surtout le truc c'est qu'il arrive à le faire, contrairement à un film de procès américain, il arrive à le faire en 1h40. Ce qui est quand même vachement bien. Parce que alors, moi j'ai pas vu passer le film. À la base, le film devait faire plus de 2h30 finalement. Bon, et moi je pense que c'est une très bonne chose parce que là il y a quasiment que l'essentiel. Alors je rejoins Thomas au tout début où tu parlais de quelques scènes, quelques plans, peut-être un peu trop quoi, qui font un petit peu déborder le récit. Je suis d'accord, mais néanmoins je trouve que sur la durée ça se tient parfaitement. C'est super bien construit quoi, vraiment. Et puis il y a vraiment cette, moi je trouve, moi je le redis, mais l'acteur principal quoi, il fait super bien, il fait super bien le regard Norman Bates, le regard par en dessous. Il faut savoir qu'ils ont casté pendant 8 ou 9 mois je crois de façon sauvage avec du coup Vincent Leport et la casteuse. Du coup ils ont un peu été dans des régions, notamment dans le Cantal, dans l'Aveyron, là un peu où ils ont tourné, parce qu'ils voulaient vraiment les gens d'ici, finalement. Avec l'accent, et surtout le truc que j'ai compris, c'est pas si courant que ça d'entendre l'accent. Que Vincent Leport, surtout, donc il avait quand même une idée du physique du personnage, mais surtout il recherchait une voix particulière qui paraît un peu fluette, un peu éteinte, mais avec quand même une vraie bonne diction. Exactement. Et oui, et puis c'est aussi pour rendre, j'imagine, le côté quasiment, hyper intellectuel quoi, le côté littéraire du personnage. C'est ce qui lui donnait encore plus de cœur et de densité. Mais Dimitri Doré, l'acteur du coup de Bruno Redal, n'a pas du tout la même voix, vraiment pas. C'est-à-dire que il y a 2 personnes, il y a Bruno Redal et il y a Machar en fait. Non, il a une voix beaucoup plus aiguë, vraiment beaucoup plus aiguë, beaucoup plus élancée. Alors que là, dans le film, il y a vraiment, pareil, une prouesse en termes de jeu qui a été et comment aussi, comment Bruno se tient, comment tout le long, on le voit quand même un peu dépérir en fait au fur et à mesure du film. Moi, c'est un truc que j'ai noté, c'est un film français où ça ne marmonne pas. C'est-à-dire que moi, c'est un truc qui m'énerve beaucoup dans les films français, c'est qu'il me faut généralement 20 minutes avant de commencer à comprendre tout simplement ce que les personnages racontent. Tu peux aller voir les versions avec sous-titres. Et du coup, il y a presque un côté cinéma des années, des années 30-40, tu vois. Il y a presque un côté Clouseau, il y a presque un côté, il y avait ce côté,
presque réaliste poétique, assez bizarrement. En fait. Ce côté belle langue, en fait. Mais la voix nous enveloppe, en fait. Voilà. Ça participe du côté dérangeant, mais cette voix avec cette belle diction, ce bel accent, ça nous enveloppe totalement, ce qui fait que Et comme la on sait musique pas trop aussi. se placer. Ouais. Parce que la première fois que j'ai vu le film, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de musique. Tellement j'étais Si, un peu en elle est bien. transe. Et finalement, là, à le revoir jeudi dernier, en fait, si, il y en a beaucoup de musique. Mais C'est quand il juste se passe que- rien. Oui. Juste quand c'est Bah lui oui. à l'écran, en fait. Et là, tu fais. Ouais, parce qu'elle Wow. elle a pas besoin de cacher quoi que ce soit, cette Non, musique. De quoi tu fais quoi? Tu Elle fais fait ouh, tu frissonnes, voilà, je précise, Oui, parce bah. qu'on n'est pas en vidéo. enfin. Mais c'est comme, par exemple, tu parlais du hors-champ tout à l'heure, et il y a justement, moi, il y a 2-3 plans qui m'ont un peu marqué, notamment le fait que quand lui voit les choses, il voit toujours les choses il voit souvent les choses avec des effets de surcadrage. Et notamment, il y a ce plan où il regarde depuis la porte de la ferme, il voit la forêt à l'extérieur, et il y a les Oui. murs de la porte qui ferment comme ça la forêt. Et voilà, je suis pas totalement fixé sur ce que ça peut bien vouloir signifier, mais ce sentiment effectivement d'être bloqué en fait, socialement, d'être bloqué dans sa vie en fait, et d'être bloqué dans ses pulsions en fait qu'il n'arrive pas à expliquer en plus, puisqu'en plus 1905 c'est ça qui est intéressant, c'est que l'analyse clinique c'est pas une analyse psychiatrique, c'est une analyse clinique, mais c'est une analyse clinique faite par des mecs dont on sent bien qu'ils sont en train de s'intéresser à la psychiatrie, à la psychanalyse. psychanalyse, au freudisme, parce que il faut remonter dans l'enfance. Il faut le lien entre la pulsion de mort et la pulsion sexuelle. Quand le personnage vous dit en voix off qu'il se masturbe 7 fois par jour, effectivement, c'est beaucoup. Hein. Effectivement, ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup quand même. Ça Même. fait beaucoup. C'est fatigant. Voilà, Puis tu dois plus avoir rien. Non, il n'y a plus rien. Non, il y a plus tu n'as plus rien à donner. Même avant l'envie, quoi. Et L'envie d'avoir envie. Et l'envie d'avoir envie. Donc voilà. Et donc il y a je trouve que c'est intéressant de montrer justement finalement comment est-ce que c'est un film qui est un carrefour de justement historique où personne n'a encore vraiment conscience de ce que le cas lui-même peut représenter par la suite, ou de comment est-ce qu'il pourrait être lu à l'aune justement de la séparation de l'Église et de la psychanalyse, etc. Mais de la science criminelle. Je finis juste, mais dans la vraie histoire de Bruno Redal, qui est quand même là, on a quand même une transposition, une interprétation, une proposition de cinéma. Mais dans la vraie histoire, du coup, il a quand même été catégorisé malade, aliéné, congénital. Enfin voilà, c'est quand même. Bah, oui, je crois voilà. que le bouquin s'appelle, le rapport s'appelle comme ça. C'est analyse exactement. d'une folie congénitale C'est ou d'une ça. psychose congénitale, un Tout truc à comme fait. ça. Et à côté de ça, maintenant, on peut imaginer le film avec la voix de Christophe Ondelat. Ah oui, bah justement, j'allais dire, c'était le fait entre Le l'accusé de 12 la mai, C'était le fait Bruno entre- Redal. C'était le cas Bruno Redal, confession d'un meurtrier de Vincent Le Port. Donc voilà, actuellement dans vos salles et à Rennes, notamment au ciné TNB. On va s'arrêter là, on va passer à toute autre chose. Et donc on va se diriger vers un truc où c'est Un autre psychopathe, mais pas pour les mêmes c'est raisons. vraiment beaucoup trop rapide pour ces conneries. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Trashington DC avec Too Fast for this Shit, extrait de leur EP The Smedja EP en 2012, si je ne m'abuse. Donc, formidable groupe de Brest, qui après la majorité ont formé Syndrome 80. Il n'y a pas de hasard. Et donc, deux choses qui sont trop rapides. Donc, le dernier long métrage en date de Michael Bay, 3 ans, un peu, c'était fin 2019.
Son dernier film qui était sorti directement sur Netflix, Six Underground, qu'on avait chroniqué ici. Et donc là, Miguel, donc le roi du badaboom, hein, bien connu, se lance pour sa première fois dans un remake. Michel Bay maintenant. Miguel Bay. Donc qui est un remake d'un film pas norvégien, comme j'avais dit la semaine dernière, mais c'est quasiment pareil puisqu'il était danois. Donc en 2005, film de Lauritz Munch Petersen. Et donc de quoi que ça cause, eh bien c'est Jack Gyllenhaal, qui donc est un jeune voyou un peu friqué qui aime bien faire des braquages parce que son père lui-même était truand. Un héros de Michael Bay, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc il y a aussi son demi-frère dont j'ai oublié le nom, mais qui était l'acteur qui jouait dans le dernier Candyman, qui donc joue son demi-frère. Jesse Plemons. Non, il est black. Qui donc était... Ça aurait été vachement bien avec Jesse Plemons. Adopté par le père de Jake Gyllenhaal. Lui, il a besoin de thunes, ancien GI, femme malade, machin, pas d'argent parce que c'est l'Amérique. Donc il va faire un braquage qui vont leur apporter plein de thunes. Ils font le braquage, évidemment, ça part mal. Ils partent de la banque. Est-ce que ça part mal à cause de complices? Non, ça part mal à cause de la police qui les surveille. Parce que la police fait son travail à Los Angeles. Et donc, sur la route, ils tirent dans le bide d'un flic. Une ambulance arrive et eux décident de partir avec l'ambulance. Et donc, c'est une course-poursuite dans tout Los Angeles pour attraper ces voyous. Donc, évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Donc, Michael Bay, quand même, depuis quelques films, et notamment depuis Six Underground, braconne de plus en plus sur les terres de deux metteurs en scène qui l'ont quand même beaucoup influencé dans sa carrière, à la fois quand il était dans la pub et quand il s'est mis à faire du cinéma, donc qui sont les frères Scott, Ridley et puis Tony. Je croyais que tu allais dire John Ford et Stanley Kubrick. Et donc là quand même, depuis Six Underground notamment, on voit vraiment qu'il braconne et qu'il s'inspire d'un réalisateur quand même après lequel il a couru depuis de nombreuses années, qui était Tony Scott, qui donc est décédé en 2012 juste après avoir sorti son dernier film, le formidable Unstoppable, à laquelle ce ambulance fait d'ailleurs beaucoup penser, à la fois dans la manière de penser l'action, et surtout maintenant c'est quand même assez étonnant parce que c'est pas forcément la première chose auquel on pense quand on parle des films de Michael Bay, donc de penser la forme et de penser l'action, mais aussi de penser ses personnages et les genres de personnages qu'il pourrait mettre en scène. Donc il y a à la fois quand même une volonté de mise en scène de l'action qui est très proche de celle de Tony Scott. Le Tony Scott, on va dire, post ennemi d'État en 1998, là où il a commencé à vraiment faire joujou avec ses caméras et avec les différents formats, mais qu'il mêlerait en même temps avec une sorte d'adaptation non officielle du jeu vidéo GTA. Parce que il y a évidemment quelques petites touches de vulgarité qu'on retrouve qui sont assez typiques du cinéma de Michael Bay, même si moi je le déplore qu'il est quand même... Du product placement, non, il n'y a pas vraiment produit, c'est plus quelques petites vannes, mais qui pourtant fonctionnent hyper bien parce qu'elles ne sont pas amenées de manière lourdaude, étonnamment, mais qui passent justement par du comique de situation et puis par les personnages. Est-ce qu'au niveau scénariste, il a changé de scénariste Non, c'est des scénaristes courants, lambda. Ils sont un peu plus, voilà. Ça écrit un peu plus finement que celui de Bad Boys 2. Quoi. On sent effectivement que si Michael n'est toujours pas le roi de la psychologie, en tout cas, on sent qu'il y a quand même une attention qui est portée un peu plus à ses personnages, et notamment, il y a donc, comme je le disais, une chose pour laquelle il n'est pas vraiment connu, notamment en raison de en question de ses personnages, c'est qu'il y a quand même un véritable attachement envers ces personnages, et il y a vraiment du cœur. Mais c'est-à-dire que, et notamment, toutes ces scènes-là passent justement quand il n'y a plus de dialogue et passent strictement par son filmage et au milieu des scènes d'action. Donc c'est-à-dire qu'il a vraiment laissé un peu de côté les grosses vannes lourdes que les persos vont dire, mais ça va vraiment plus justement passer par des moments de silence où il y a des vraies scènes de complicité entre les deux personnages principaux qui fonctionnent vraiment bien. Est-ce que c'est pas rendu un peu plus facile aussi par le fait que les acteurs sont un peu moins bodybuildé que d'habitude? Jack Gyllenhaal, il a quand même assez l'habitude d'en faire un peu des caisses dans ses films, mais ça c'est clair, mais c'est quand c'est Villeneuve surtout qui. Et puis même de toute façon, en termes de strict badaboom et de forme, on sait que Michael Bay, quand il s'empare de nouveaux outils, il aime bien y aller à fond et de tenter toutes les expérimentations possibles. Et là, c'est des choses qu'il avait déjà faites dans Six Underground et dans 13 Hours en 2015, qui est la question des drones, où il y a vraiment un usage des drones qui est absolument hallucinant, la manière dont il les utilise. Genre des drones dans le film ou des drones pour le film? Des drones pour le film. D'accord, pas dans le film, pas des scènes avec des drones dans le film. Pas dans le film, mais justement, comment est-ce que lui utilise ça comme
nouvelles formes de caméra hyper légères, souvenirs justement de- extrêmement maniables pour pouvoir les utiliser et faire des scènes d'action qui sont vraiment affolantes. Et quand tu vois tous les blockbusters de merde torchés à la pisse qu'on se tape depuis des années, où tu crois pas du tout au moindre truc qui se passe, là pour le coup c'est vraiment des trucs qui font Ouais, mal. alors Quoi. là c'est quand même très subjectif de ta part parce que moi, si. mon problème c'est Putain, que quand il casse des c'est bagnoles. d'y croire justement avec le Ah ouais. Six Underground, je me souviens de pas avoir cru une seconde à ce Mais film-là. quoi. parce Enfin, que justement, et à aucun dans Michael Six Bay, en Underground, fait, jamais. il voulait pas aller vers un truc non plus trop réaliste, faut pas déconner, c'était vraiment de la gaudriole. Il revenait à une grosse vulgarité pour lequel on l'aime, Michael, justement. Pour que tu l'aimes. Ce côté un peu putassier, justement, qui faisait le sel de son Que cinéma. tu l'aimes encore. Alors que là, justement, donc, comme je dis, il a un peu baissé un peu le curseur de la vulgarité, ce qui peut être dommage, mais heureusement que des fois, il retombe dans ses travers. Et une autre question quand même que je trouve hyper intéressante dans le film, c'est sur la manière dont il va topographier et filmer Los Angeles, parce que c'est une ville quand même qu'on a vu filmer 250 milliards de fois et tu penses avoir tout vu, et là en fait il fait de Los Angeles une ville dont tu ne peux absolument pas sortir, peu importe la route que tu prennes et peu importe le moyen de locomotion que tu as. Justement, c'est comme que ce soit dans Downtown, que tu sois dans South Central, il va, je trouve, le filmer de manière hyper oppressante, et la manière dont il va gérer l'action là-dedans est hyper impressionnante. Et en plus, je trouve que ça faisait un beau double programme avec le film que j'ai vu le matin même si le parallèle peut paraître assez étrange, qui est le dernier Jackass en tête. Jackass Forever, qui est sorti en tout début d'année. Donc plus de 10 ans après, la bande à Knoxville reprennent le rythme de leur pérégrination et puis de leur cascade, sauf qu'ils ont tous entre 45 et puis 50 balais. Tu sens que ça commence vraiment à faire mal. Ils ont été quand même frappés par au moins un deuil, la mort de Ryan Dunn en 2011, qui les a profondément marqués. Mais je trouve qu'il y a quand même des similitudes dans les deux films, et donc à la fois la question du cœur que tu peux mettre dedans, parce que donc, on fait des grosses conneries mais de manière hyper sérieuse, et ce qui va être important, c'est pas de faire une connerie tout seul dans ton coin, mais c'est avec les gens avec qui tu vas le faire, où tu sens vraiment que pour la bande de Jackass, c'est hyper important de faire ça entre copains, même si on se crève le cul pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir foutre une ruche d'abeilles sur la bite de Steve-O, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment une chose qui est assez fascinante là-dedans. Et quand je parlais justement on en parle depuis des années, du grand déclin du spectacle américain de manière générale au cinéma, là c'est marrant parce que dans le film de Michael Bay et puis dans Jackass, je trouve qu'il y a le même esprit. Donc c'est tous des mecs qui ont plus de 20 ans de carrière, ce sont limite des vieux routiers maintenant du cinéma et puis de la gaudriole, mais ils te disent, nous on a plus de 50 ans, on va vous montrer finalement ce que c'est que le vrai spectacle. Bon. Tu voudrais dire que Michael Bay est en train de se transformer en Walter Hill? Plus Tony Scott, mais j'irai pas encore jusque-là parce que Michael va toujours forcément retomber dans ses penchants, mais tu sens qu'il y a une veine, une chose qui quand même, il essaye de travailler dans ses films, et le parallèle avec Jackass que j'avais vu le matin, ça m'a fait un effet bœuf. J'ai passé une journée de cinéma absolument merveilleuse, et justement sur le chose qui m'étonnait le plus, donc c'est à la fois l'amour du spectacle bien fait et le cœur qu'ils vont donner à leurs personnages et aux relations entre les personnages. Mais c'est parce que tu es une midinette aussi, c'est pour ça. Non, je suis un romantique. C'est ton petit cœur de midinette là qui vibre. J'ai trouvé les deux films hyper beaux, qui faisaient étonnamment un double programme assez cohérent dans Jackass, donc, et puis dans Ambulance, le dernier film de Michael Bay qui est actuellement dans vos salles, et clairement en termes de badaboum, en termes de spectacle purement ricain, pas forcément si on va voir en Chine ou si on va voir en Inde, mais en termes de spectacle ricain, surtout pour un film qui quand même étonnamment coûte beaucoup moins cher que la moyenne. Ambulance, c'est un film qui a coûté un peu moins de 40 millions de dollars. Ouais, ce qui est rien maintenant. Ce qui est rien quand la moindre connerie avec un fils de pute en slip, ça va coûter 300 millions de dollars pour filmer trois pauvres tâches sur un fond vert. Michael, pour le coup, tu sens vraiment que quand même son kiff, c'est vraiment de faire péter des trucs en vrai, quoi. Il y a quand même rien de mieux que de faire péter un immeuble ou une bagnole. Ce que je trouve quand même assez honorable à plus de 55 ans de vouloir continuer à faire ce genre de choses. C'est quelqu'un qui n'a pas abandonné son âme de adolescent. Oui, et puis alors c'est ça que moi c'est ça que j'ai toujours trouvé curieux. Bon, j'avoue que moi je reconnais que je vais pas me. T'es pas client. Je vais pas me permettre de tirer sur l'ambulance, mais je veux dire, ce que j'ai toujours du mal à comprendre, notamment dans ton admiration pour Michael Bay, c'est que en fait, si je crois comprendre de mieux en mieux. En fait, ce que t'aimes chez Michael Bay, c'est qu'en fait il fait de la série B mais cher, parce qu'en fait si tu regardes les films des années 80, les Predators, les Commandos, où t'as parfois des mecs qui explosent sans raison, tu vois, dès que t'as une voiture qui tombe d'une falaise, elle explose, quoi, tu vois. C'est pour le plaisir. Voilà, exactement, et c'est totalement gratuit, quoi. Et en fait cette gratuité là, en fait j'ai l'impression que c'est ça qui te motive à chaque fois chez Michael Bay. La générosité. Peu importe l'histoire, c'est le fait qu'il arrive à produire un esprit de série B avec des films à 40 millions justement, ce qui effectivement est une niche aujourd'hui à Hollywood. Bah oui, parce qu'aujourd'hui t'as juste des films tout plats à 150 millions.
ou des films indépendants qui vont essayer de faire genre, quoi. Mais c'est vrai que cette espèce de quelque part de film du milieu, ce qui deviendrait des films du milieu, assez étonnamment. Michael Bay serait en fait le représentant des films du milieu aux États-Unis. Le Pascal Ferrand américain. Curieuse conclusion. Exactement. Donc voilà, c'est le nouveau film, l'impressionnant, le beau film de Michael Bay, donc Ambulance, actuellement dans vos salles, qu'évidemment je vous recommande chaudement si vous aimez le badaboom, si vous aimez l'action bien faite. Voilà, un bien beau film, et surtout avec des chicanos qui ont des grosses mitraillettes. Que demande le peuple? Nous, c'est ça qu'on veut. Est-ce qu'ils ont des chemises à carreaux? Non, ils ont des chemises plutôt à fleurs, tu vois, et des Marcel, voilà, des grosses chaînes. Des Marcel en laine, enfin en maille, grosse maille. C'est ça qu'on veut. LA, quoi. Exactement. Le LA qu'on aime. Il fallait quand même un point sap, quoi. Ah bah bien sûr, un point sap. Donc voilà, Ambulance de Michael Bay et Jackass Forever. Donc si vous voulez aussi, moi ça m'a fait comme. T'as profité honteusement pour glisser ta critique de Jackass Forever. Oui, ça m'a fait énormément plaisir de voir ça. On aurait pu parler 10 minutes de plus de Bruno Redal. Merci Thomas. Mais non, ici on parle de cinéma avant tout. On va passer au coup de cœur. Quelle arrogance. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément Fleuret. Coup de cœur, ça va être Opération Peur de Mario Bava. Et je pose une question, est-ce que ce serait pas le plus beau film de Mario Bava à égalité avec L'espion qui venait du surgelé, bien entendu, qu'on avait chroniqué ici il y a quelques temps. C'est ça, c'est pas mal. Voilà, magnifique film fantastique, hyper théorique, beauté gothique, bon bref, passons. Inspiratrice de L'Anne de la folie de Carpenter, moi je dirais, notamment avec une scène de répétition. Oui, incroyable. Bon, bref. Justine. On continue dans la fascination, ça va être Oscar Isaac, ma nouvelle obsession. Je suis prête à regarder une série Disney pour voir Oscar Isaac. Ou les Star Wars. Parce que pour le coup, Oscar Isaac, il a quand même une film compliquée aussi. Oui, mais je l'aime quoi qu'il arrive. Si, Docteur, il y a plus de mieux que de pas bien, moi je trouve. Il y a quand même pas mal de trucs en plomb. Ouais, mais pas que. Il y a Show Me a Hero. Il y a plein de trucs bien. Donc, Docteur. Moi, ce sera le concert de Femi Kuti à l'Antipode, mercredi, pas dernier, mais mercredi avant. Concert, jeune. Voilà. Donc, il a 60 ans. Ça danse, ça chante. T'as dansé? T'es obligé. T'es obligé. Ton corps, le bas de ton corps ne réfléchit plus quand il y a de l'afrobeat. C'est comme Maceo Parker, ça. C'est des mecs, j'aurais bien aimé voir ça. C'est des magiciens là-dessus. Non, c'est très compliqué de s'empêcher de remuer un petit peu quand même quand on écoute ce genre de musique. Attention à tes hanches. Et c'était, c'est pour ça que j'ai fait attention. Et c'était, c'était très très bien. C'est un super concert d'afrobeat. C'était la première fois pour moi, donc c'était très agréable. D'accord, merci. Alors donc moi j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Jackass Forever, voilà, qui danger des heures dans mon top de l'année, je vous le dis. Et le film indien, le nouveau film de S.S. Rajamouli qui est sorti la semaine dernière dans quelques salles en France, donc RRR pour Riot Revenge, donc film d'action légèrement ultranationaliste où deux jeunes gens pleins d'entrain vont aller foutre la gueule à quand même ces nazis d'anglais en 1920 en Inde. Donc ça montre vraiment que nos amis indiens sont vraiment les nouveau grand roi du film d'action et du badaboom, avec un sens de la mise en scène absolument affolant et aucune inhibition. Donc voilà, absolument formidable. C'est tout ce qu'on aime, tout ce que t'aimes. J'ai besoin de faire un erratum parce que je me suis rendu compte pendant l'émission que, comme je dis beaucoup de bêtises, en fait la Marche de Paris-Brest, c'est bien un film qui a été inspiré par, qui est un remake d'un film d'Oscar Fischinger de 27. C'est pas du tout de Berlin à Moscou. En fait, j'ai Moscou là qui est un peu trop présent. C'est de Berlin à Munich. Voilà. Ah, ça va. Ouais. J'ai cru que c'était ces deux Brive-la-Gaillarde à Mâcon. Ah oui, effectivement. Ouais, mais quand même tout de suite Berlin-Munich, ça fait tout de suite. Ça fait tout de suite, ça fait historique. Ça fait l'histoire. C'est un peu moins impressionnant quand même. Voilà. Donc voilà, merci Justine. On se retrouve la semaine prochaine, donc notamment pour parler de films de pif-paf de qualité made in Hong Kong et made in années 80, années 90. Merci à Valentin, la technique. Merci messieurs, merci mademoiselle. Prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut. Bonsoir.